Oui, je vais tenter de résumer ce que vous avez sous les yeux. La proposition numéro 17, qui nous intéresse plus spécifiquement dans cette communication, cette proposition 17 de la Commission européenne, qui s'appelle Vers un acte pour le marché unique, la Commission a annoncé au plus tard en 2012 des propositions législatives visant à simplifier et moderniser les réglementations des marchés publics, notamment pour faciliter leur usage comme instrument de soutien à d'autres politiques européennes sur les aspects sociaux, l'innovation et les aspects environnementaux. Le 27 janvier 2011, la Commission a adopté un livre vert sur la modernisation de la politique de l'Union européenne en matière de marchés publics. Alors la position du gouvernement français qui vous est résumée, on peut dire que c'est deux choses. La France accorde une importance particulière à deux grandes orientations suggérées par la Commission. En premier lieu, le gouvernement est très favorable à la simplification des directives marchés publics, à condition toutefois de garantir un niveau de sécurité juridique élevé pour les pouvoirs adjudicateurs. En second lieu, il soutient fortement l'utilisation des marchés publics en faveur des politiques sectorielles dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Vous avez ensuite les 7 priorités du gouvernement. L'acte pour le marché unique est le fruit d'un compromis négocié au sein du collège des commissaires, où tous les souhaits du commissaire Barnier ou d'autres commissaires n'ont pas été retenus par le collège. Par exemple, l'assouplissement des conditions d'application des règles des aides d'État, qui préoccupent beaucoup les collectivités locales lorsqu'elles délèguent certains services à des structures associatives, eh bien, par exemple, cet assouplissement n'a pas été intégré dans l'acte pour le marché unique. Donc il y a une urgence que nous considérons avec Anne à préciser le statut des services d'intérêt économique général. Les rapporteurs souhaitent insister particulièrement sur la notion juridique de service d'intérêt économique général, qui en droit communautaire recouvre trois réalités économiques distinctes: les services publics, les biens publics et les biens tutélaires. Parmi les 50 mesures du Single Market Act, 13 sont en lien direct avec le dossier des SIEG, donc des services d'intérêt économique général. Il devrait nous conduire à rouvrir le débat dès cette année. La consommation par le citoyen de services essentiels s'opère au niveau local auprès des structures organisées localement par des autorités en réponse à la demande sociale. Et le marché intérieur impacte les conditions de fourniture de ces services essentiels du point de vue de leur mode d'organisation, mais aussi du point de vue de leur mode de financement. Ces règles, contrôles et procédures visent au respect des libertés fondamentales d'établissement et de prestation de services au sein du marché intérieur, au respect des principes généraux de transparence, d'égalité de traitement, de non-discrimination du traité, mais également au respect du fameux principe de concurrence non faussée et d'interdiction des aides d'État, susceptibles d'induire un avantage économique non justifié aux entreprises chargées de la fourniture de ces biens publics. La nécessité de satisfaire ces besoins essentiels par les autorités publiques des États membres s'est traduite dans les traités par un principe de primauté du bon accomplissement des missions imparties à ces biens publics et sur l'application des règles du marché intérieur et de la concurrence susceptibles d'entrer en conflit avec leur mode d'organisation et de financement. Toutes ces mesures, ainsi toute mesure nécessaire, non discriminatoire et proportionnée à l'imposition d'une telle obligation par une autorité publique et à l'accomplissement d'une mission particulière est in fine conforme aux dispositions du traité, même si elle déroge à l'application des règles du marché intérieur et de la concurrence. Cette pratique dérogatoire, réservée au droit communautaire au SIEG, s'applique aux structures d'offres qui sont explicitement chargées par les autorités publiques de les fournir. Cette approche par dérogation au cas par cas aux libertés économiques du marché intérieur conduit la Commission à circonscrire le champ des biens publics reconnus comme tels par les États membres et à introduire une exigence de justification a posteriori de toute mesure d'organisation et de financement de l'offre contraire à ces principes. Cette application extensive entraîne le développement d'une charge bureaucratique de contrôle systématique pesant sur les acteurs locaux, autorités organisatrices et opérateurs, dont la pertinence et la proportionnalité restent discutables au regard de l'incidence effective des mesures d'encadrement et de financement des biens publics sur les échanges intracommunautaires. Les aides publiques nécessaires à la fourniture des biens publics ont ainsi été soumises à l'exigence de notification préalable à la Commission et au contrôle de juste compensation des obligations extra-contractuelles de fournir les biens publics en question. Dans l'impossibilité matérielle d'assurer la charge potentielle de cette notification par près de 80 000 autorités publiques de l'Union européenne, la Commission a transféré cette charge de contrôle de juste compensation qui lui incombe en tant qu'autorité de concurrence à ces 80 000 autorités publiques au moyen d'une décision de compatibilité a priori conditionnée à la mise en place d'un tel contrôle régulier de juste compensation.
Le 23 mars dernier, et c'est la réponse de la Commission européenne, le commissaire Joaquim Almunia a présenté l'état des réflexions de la Commission pour améliorer le paquet Monti-Cross, qui fixe les règles de compensation financière des services d'intérêt économique général. En proposant de clarifier les notions de services marchands et de services non marchands, de simplifier l'application des règles pour les services publics ayant peu ou pas d'impact sur les échanges intracommunautaires et d'adopter une approche plus diversifiée en fonction des types de services, la Commission va dans le sens des propositions avancées par les élus locaux et régionaux. Les propositions concrètes de la Commission sont attendues pour juillet ou début septembre. Il convient de noter également que dans leur contribution à l'acte pour le marché unique, les députés européens ont, le 6 avril à Strasbourg, invité la Commission à utiliser les dispositions législatives prévues dans le traité de Lisbonne pour prendre les initiatives législatives propres à garantir les services d'intérêt économique général, y compris les services sociaux d'intérêt général. Ce vote conforte la position des associations pour la défense de la pérennité et la qualité des services publics locaux. Il constitue une de leurs premières priorités et il semble aux rapporteurs que notre commission doit appuyer cette démarche. Donc en conclusion, vos rapporteurs ne peuvent que se féliciter de la démarche de la Commission européenne qui vient d'être engagée et des avancées enregistrées dans les 12 axes prioritaires qu'elle a dégagés. Toutefois, avec le dossier des services d'intérêt économique généraux, nous voyons apparaître les limites d'une approche trop libérale du droit de la concurrence. La Commission semble en avoir pris conscience, mais il s'agit pour nous, dans les prochains mois et dans les mois à venir, de faire preuve d'une grande vigilance sur ce dossier extrêmement sensible, notamment pour notre pays.